Nous sommes 800 000 à cohabiter dans un même écosystème, à le structurer, le développer, le cultiver. Ensemble, nous devons lutter contre les bouleversements climatiques pour léguer un environnement sain à nos enfants. Ensemble, nous sommes 800 000 voisins. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les changements climatiques sont la plus grande menace pour la santé mondiale. Mais savons-nous vraiment en quoi ça consiste? À l'origine, ce terme désigne les variations naturelles du climat dues, entre autres, aux variations du cycle solaire. Par contre, depuis les années 1800, ce sont les activités humaines qui sont la principale cause des changements climatiques qui s'observent un peu partout sur la planète. Et ces changements, ce n'est pas qu'une question d'écart de température. Ils entraînent la fonte des glaces polaires, l'élévation du niveau de la mer, les inondations, les tempêtes, la pénurie d'eau potable, les feux de forêt, le risque de nouvelles infections et le déclin de la biodiversité. Comme un jeu de dominos. Au Québec, notre bilan carbone est loin d'être flatteur. À population égale, nous émettons 37 % plus de gaz à effet de serre par habitant que la Suède, par exemple. Et près de la moitié des émissions proviennent des transports. La région métropolitaine de Québec ne fait pas exception. Ce sont 56 % de nos émissions qui proviennent du transport des personnes et des marchandises. On a compris que l'un des moyens majeurs pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre est de revoir la façon dont on aménage notre territoire pour faciliter, notamment, des modes de transport durables qui émettent moins ou pas de GES et freiner notre étalement urbain qui allonge les distances de route à parcourir. En plus de prioriser les déplacements actifs et collectifs, les experts s'entendent sur différents moyens pour s'adapter au réchauffement planétaire. Parmi eux, la conservation des milieux naturels qui captent et séquestrent le carbone, en plus d'offrir des îlots de fraîcheur au cœur des villes, est l'une des mesures d'aménagement à valoriser. Le verdissement des stationnements à ciel ouvert, l'achat d'aliments locaux et la diminution de la consommation de viande sont aussi en tête de liste. Ces changements dans nos modes de vie demanderont de la résilience, c'est-à-dire une capacité de rebondir devant l'adversité. Chaque communauté devra trouver des façons de maintenir l'équilibre malgré les perturbations du climat et tirer parti de ces nouvelles perspectives. Et là où la collectivité est directement interpellée, c'est dans la transition énergétique et l'aménagement de nos villes pour atténuer les impacts des GES et faire face aux variations du climat. Un véritable tremplin qui mise sur l'utilisation d'énergies renouvelables et l'efficacité énergétique des bâtiments pour assurer des milieux sains et sécuritaires à la génération de demain. Le récent rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur les changements climatiques, le GIEC, indiquait que la modification de nos habitudes de consommation permettrait de réduire de 40 à 70 % les émissions mondiales de GES. Si on s'y met tous ensemble, on devrait y arriver, non? Et vous, comment vous sentez-vous face au changement climatique? Moi, je ne fais pas d'éco-anxiété. Par contre, c'est quelque chose dont je me soucie. Moi, les changements climatiques, c'est quelque chose qui m'angoisse quand même. La fonte des glaciers, le niveau d'eau qui augmente et tout. J'ai pas l'impression que je vais vivre avec ces conséquences-là de mon vivant. Il y a certains animaux que je verrai jamais, en fait. Ou peut-être certains animaux qui vont juste savoir exister dans des livres pour moi. Ça me rend pas anxieux parce que j'ai confiance en la planète. Je sais que la planète va survivre. Puis il y a d'autres créatures qui vont exister après nous. Mais j'ai pas l'impression que le système capitaliste est apte à aller jusqu'au bout dans les changements qu'il va falloir faire. Ça m'amène à réfléchir en tant que citoyenne, moi, qu'est-ce que je peux faire, les petits gestes qui sont les petites gouttes d'eau dans l'océan, qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer? Être conscient de ma consommation puis être conscient de ce que j'ai besoin. Je pense qu'il y aurait peut-être des sanctions économiques qui pourraient être plus costaudes. Comme, par exemple, les entreprises pétrolières, c'est même pas leur enlever de l'argent ou les taxer plus, mais déjà juste enlever les subventions. Pour moi, c'est strictement scientifique et matérialiste. C'est-à-dire qu'on peut pas être éternellement plus fort que l'environnement qui est autour de nous. Il y a un certain changement de culture qu'on a à apporter, je pense, là, personnellement. Ce qui m'inquiète le plus, c'est notre résilience en tant
qu'être humain, à savoir est-ce qu'on va être capable de se soutenir là-dedans, puis est-ce qu'on va être capable de surmonter ça ensemble. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait prendre en main maintenant. Puis c'est pas demain, c'est pas dans un an, c'est hier. Fonte des glaces, perte de biodiversité, pas étonnant d'entendre de plus en plus de gens parler d'éco-anxiété. Quels seront réellement les impacts de ces grands bouleversements dans nos vies? Pour en apprendre plus, Dominique Aubé, responsable du plan de transition et d'action climatique à la Ville de Québec, s'est entretenu avec Pierre Valois, professeur à l'Université Laval et à l'Université du Luxembourg et directeur de l'Observatoire québécois de l'adaptation au changement climatique. Dis-moi, Pierre, selon toi, comment les villes peuvent s'adapter face au changement climatique puis aux conséquences des changements climatiques? OK. Bien, tu sais, en fait, on sait que les changements climatiques, il y a un ensemble de problèmes liés à ça. On les appelle les aléas ou les impacts, là. Entre autres, les plus connus ou les plus populaires, ça va être ce qui est inondation et chaleur. On s'est aperçu, nous, que les plus jeunes, ils trouvent que c'est pas vraiment un problème, la chaleur. Ils sont même contents quand il fait chaud. Mais ça peut affecter des gens, par contre, qui sont plus âgés. Et entre autres, dans certains quartiers, on est capable d'identifier des îlots de chaleur. Entre telle rue et telle rue, il fait plus chaud. Donc là, c'est plus dangereux. On sait que ça prend la canopée, ça prend des arbres, ça prend des parcs, ça prend des points d'eau. La ville peut travailler en ce sens-là. Ce qu'on entend, nous autres, en termes de chaleur, tu sais, des fois, les gens ils ont une perspective peut-être plus à court terme, alors qu'il faut voir ça sur le long terme, la lutte au changement climatique, puis l'adaptation, puis accroître notre résilience. C'est pas en climatisant tout le monde qu'on va s'adapter, qu'on va réussir à être plus résilient. Au contraire, c'est de travailler puis de mettre en place des milieux de vie de qualité qui sont verdis, où la température est diminuée. Les études sont claires là-dessus. Puis je te dirais que moi, dans un milieu municipal, ce que je vois comme étant au centre d'une réussite, notamment d'adaptation ou d'atténuation des changements climatiques, c'est vraiment une prise de position forte des élus puis de la direction générale. Cette préoccupation-là, l'acceptation puis la compréhension des conséquences des changements climatiques va d'emblée amener un mouvement. Donc, va amener les décideurs publics à financer, donc à aller chercher la connaissance, à analyser les risques, à identifier les endroits où c'est le plus, justement, à risque, où ce que les vulnérabilités sont les plus grandes pour les citoyens, pour les écosystèmes, pour les infrastructures. Les infrastructures sont affectées grandement aussi. Puis à côté de tout ça, il y a toujours un signe de dollar qui est associé. Hein? Donc, mais en même temps, même si ça coûte des sous d'investir aujourd'hui pour s'adapter au changement climatique, il demeure pour moi que l'investissement en vaut la peine parce que si on repousse la prise de décision à plus tard puis sur les générations futures, ça va coûter encore plus cher. Les études sont claires à cet effet. Oui, puis l'environnement bâti, là, nous, on fait justement, on est en train de développer une formation avec Ouranos pour mieux former les architectes, les ingénieurs puis les urbanistes en lien avec l'environnement bâti puis l'aménagement du territoire. Parce que c'est des compétences qui sont à développer. On voit l'effet des formations diversifiées ou des formations universitaires ou techniques ou autres qui interpellent maintenant les candidats donc sur ces enjeux-là de changement climatique. Alors, c'est vraiment super important de pouvoir travailler avec ces autres expertises-là aussi parce que c'est pas uniquement un enjeu environnemental, la lutte au changement climatique, ça englobe davantage. Question, les changements climatiques sont à l'origine de grands bouleversements planétaires. Concrètement, quels sont les impacts dans notre région? Écoute, effectivement, nous, on le sait hein, qu'au Canada, de façon générale, surtout au nord du Québec, au nord du Canada, l'impact des changements climatiques est exacerbé et plus grand. Ouais. Mais dans nos latitudes à nous, comme à la Ville de Québec, je te dirais que de façon générale, on est affecté, on est au cœur de ces changements-là, notamment sur les aspects puis le régime de précipitation et le régime d'augmentation de la température. Les températures extrêmes, mais aussi les températures moyennes. Alors, il y a vraiment des impacts importants pour une ville, que ce soit les infrastructures, que ce soit pour le bâti, les bâtiments, justement, ou évidemment la population. Ça cause des enjeux très, très importants. Oui, puis comme je disais tout à l'heure, souvent les gens associent, c'est dans la Ville de Québec, inondation, chaleur.
Mais il y a beaucoup de problèmes aussi avec les tiques maintenant. Il y a quelques années, il n'y avait pas de tiques. Les tiques n'avaient pas migré jusqu'à la ville de Québec. Ils s'étaient arrêtés plus au sud. Écoute, on voit une migration des populations, des espèces exotiques envahissantes, de pathogènes ou autres, qui migrent du sud vers nos latitudes à nous. Puis ça, c'est préoccupant parce que on ne sait pas toujours comment faire face à ça. Non, mais les changements drastiques de température, c'est un problème aussi évident. Un verglas, moi, je dis toujours que ça va être un problème auquel on va faire face de plus en plus à l'avenir. Écoute, pour les villes, c'est un casse-tête. On le voit même cet hiver. Des redoux hivernaux, ça cause des problématiques au niveau des équipes d'entretien. Ils font des pieds et des mains. Ils réussissent à faire des travaux exceptionnels, mais ça coûte plus cher en termes de temps, ça coûte plus cher en termes d'énergie, puis aussi dans les façons de faire qui doivent être révisées. Donc, effectivement, là, c'est des fois tout qu'un casse-tête, les redoux hivernaux. Un dernier point là-dessus, pour moi, la qualité de l'air extérieur. Est-ce qu'à la ville, vous en tenez compte? Parce que c'est pas une préoccupation souvent pour les gens. Ils se disent, bof, il n'y a pas de pollution. On voit pas la pollution. Hein? C'est l'inondation, on voit l'eau, mais l'air, on ne voit pas, puis ça ne semble pas un problème quand c'en est un. C'en est un, effectivement. Ouais. C'est un enjeu de santé publique. Et toute cette question-là de changement climatique vient exacerber ces enjeux-là qu'on voit, ou ces problématiques-là de smog, d'apparition, d'humidité. Donc, puis les populations les plus vulnérables dans notre société aussi sont affectées de façon plus importante là, par rapport à ces difficultés-là causées par le changement climatique. C'est souvent ces personnes-là qui sont les plus à risque ou les plus vulnérables, en fait, je devrais dire, là. C'est vraiment celle-là. Une autre question qui va t'intéresser. Quel rôle jouent les municipalités dans la lutte au changement climatique? Est-ce qu'on a un rôle prépondérant au centre de l'action climatique? Comment tu vois ça comme chercheur? Bien, tu vois, nous, à l'Observatoire, il y a un volet qui est individuel. C'est-à-dire comment les gens doivent s'adapter, puis il y a un volet qui est organisationnel, comment les municipalités ou les établissements de santé doivent s'adapter. Et moi, je dis toujours, c'est un jeu, entre guillemets, qui se joue à deux. C'est-à-dire, il y a une responsabilité, le citoyen est responsable aussi, en partie, mais les municipalités le sont également. C'est important pour les municipalités d'agir, mais c'est important aussi qu'elles en fassent la démonstration, parce que quand les citoyens perçoivent que les municipalités sont proactives, là, il y a plus de chances que les citoyens agissent. Moi, mon constat est clair. Les municipalités sont au cœur de l'action climatique. On a la chance d'être près du citoyen. Puis toute la littérature le dit. Les grandes réussites en matière de changement climatique à l'échelle du globe démontrent qu'il faut travailler avec la collectivité. Puis il faut que le citoyen sente qu'il y a un soutien de la municipalité. Je donne l'exemple des ruelles vertes, par exemple. J'ai beau avoir, comme citoyen, l'idée de rendre ma ruelle plus verte, de m'assurer d'enlever l'asphalte, de mettre un peu plus d'ombre, de rafraîchir. Mais si je sens pas qu'il y a un soutien de la municipalité, puis pas simplement au niveau financier. Effectivement. Là, hein? Au niveau technique, de recevoir les idées, parce que nous, on a des contacts, on a la capacité de mettre les gens ensemble, de mettre les bons intervenants ensemble pour réaliser des projets, exemple, dans le programme de verdissement des ruelles. Il faut pouvoir aider les citoyens qui se prennent en main, qui veulent intervenir pour faciliter leur intervention, mais pas juste en financement. Donc, du début, le pendant et après aussi pour assurer la réussite, puis être capable en même temps de mettre la lumière sur ces belles réussites-là, sur les gens qui font partie de la solution, finalement. Se donner des objectifs, avoir des cibles à atteindre et avoir la volonté de tout mettre en œuvre, c'est une première bonne étape pour faire face à l'urgence climatique. La communauté métropolitaine de Québec a mis à jour son plan d'aménagement du territoire afin de mieux y faire face d'ici 2041. Allons voir concrètement les actions que l'organisme propose. On est présentement dans le secteur d'Estimauville, plus précisément là, dans l'éco-quartier d'Estimauville, qui fait partie de ce qu'on appelle un pôle urbain en émergence. C'est important pour la CM Québec de se doter d'un plan d'aménagement du territoire pour réfléchir à l'échelle métropolitaine. En ce moment, on est en période de révision pour réfléchir sur un horizon 2041. Donc, dans les 20 prochaines années, c'est quoi nos besoins en croissance, en logement pour les ménages, en attractivité économique, en durabilité du territoire aussi, là, autant que ce soit pour le développement social, pour l'environnement. La révision du plan métropolitain d'aménagement et de développement vise aussi à faire face à des nouveaux enjeux qu'on avait moins en 2012 à l'adoption du premier PEMAD. Il y a notamment celui de la protection
des sources d'eau potable. Donc, on connaît quand même bien dans la région ici le cas du lac Saint-Charles qui approvisionne en eau potable près de 300 000 personnes. Il y a des mesures qui ont été mises en place au fil du temps. Plus la population croît, plus on utilise d'espace. Donc, on va empiéter sur des milieux naturels, des milieux agricoles, des milieux humides. On veut limiter ce phénomène-là en allant consolider des milieux de vie existants, requalifier, là, comme ici dans le secteur d'Estimauville, des milieux urbains avec un peu plus de densification, avec l'accès aussi au transport collectif, au transport actif. Puis on souhaite aussi répondre à la crise climatique qui existait déjà en 2012. Si on veut répondre à cette crise-là, il faut réduire notre empreinte en GES, en gaz à effet de serre. Donc, pour ça, il va falloir avoir des milieux de vie moins dépendants de l'automobile, où on peut se rendre au travail ou à nos commerces de proximité à pied. C'est vraiment un enjeu sur lequel on peut agir là, par un nouveau plan métropolitain d'aménagement et de développement. Donc, on est dans le pôle périurbain de Bois-Châtel. Donc, un pôle périurbain, c'est un milieu là, qui est un peu en périphérie des centralités de Québec, que sont par exemple Sainte-Foy, Québec, Lévis, mais où il y a quand même des milieux de vie intéressants qu'on veut voir évoluer là, de belle façon dans le cadre du plan métropolitain d'aménagement et de développement. Par exemple, en matière de transport en commun, il y a le Plus Mobile qui offre le service là, de raccord au service du RTC, du réseau de transport de la capitale. Donc, il y a 4 parcours offerts gratuitement là, pour que n'importe qui puisse utiliser autre chose que la voiture. Il y a aussi tout un réseau là, cyclable qui a été élaboré, puis une belle proximité des milieux de vie avec la nature. Donc, à Bois-Châtel, on a le parc des Chutes Montmorency, tout juste à côté, un parc linéaire aussi le long de la rivière Montmorency, qui est particulièrement important pour nous dans la révision du plan métropolitain, de s'assurer qu'on respecte vraiment les particularités de chacun des milieux de vie. Dans le cas de Bois-Châtel, ici, on est dans un secteur patrimonial où il y a des bâtiments historiques, par exemple. On ne voudrait pas aller vers une très forte densification puis perdre ce caractère-là. Notre trame verte et bleue métropolitaine est composée de 3 grandes planifications, 3 grands axes. Le premier, c'est celui des monts et collines. Donc, ça concerne surtout le nord du territoire métropolitain, les montagnes qu'on retrouve, par exemple, en Jacques-Cartier, sur la côte de Beaupré. Ensuite, on a une planification spécifique pour le parcours du fleuve, donc le fleuve Saint-Laurent, qui est un peu l'épine dorsale du territoire métropolitain qui unit les 2 rives entre Québec et Lévis. Donc, on veut redonner accès aux citoyens au fleuve Saint-Laurent. Et on a finalement les coulées vertes et bleues. Donc là, on a des grandes rivières du territoire métropolitain, là où on crée des corridors riverains là, pour vraiment mettre en valeur le plein potentiel de la nature. On souhaite utiliser la trame verte et bleue pour lutter contre les changements climatiques. Vraiment, ce que ça peut faire, c'est accroître le couvert forestier dans la région métropolitaine, valoriser tous les services qui nous sont rendus naturellement par nos écosystèmes. On peut penser, par exemple, aux forêts, aux milieux humides qui vont contrôler les quantités d'eau, donc nous aider à lutter contre les inondations qui pourraient être amplifiées par les changements climatiques. On peut penser aussi aux milieux verts, là, au verdissement plus de proximité qui va aider à lutter contre les îlots de chaleur en offrant finalement de l'ombrage naturel. Puis on peut penser aussi aux habitats qui vont être affectés par les changements climatiques. Donc là, on va créer une connectivité entre les habitats pour les animaux du territoire qui puissent se déplacer puis avoir là, des habitats pérennes, même dans un contexte où le climat est en évolution. Un souhait pour la région en 2041, ce serait vraiment qu'on mette complètement en valeur le grand potentiel qu'on a dans la région là, de milieux naturels. Le Saint-Laurent, les rivières, les montagnes qu'on a, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le monde, qui est peut-être devenu un peu anodin pour nous à force de côtoyer. Donc, on a à remettre ça en valeur, le rendre vraiment accessible aux citoyens, que les milieux naturels appartiennent à tous, soient accessibles. J'espère aussi qu'on ait des milieux de vie un peu plus denses quand même, où on a accès à des services de proximité, où on a accès à nos voisins, où aussi on a des milieux de vie inclusifs, où il y a tous les types de populations qui se retrouvent dans un cadre enchanteur, là, marqué vraiment par les milieux naturels. Ce serait ce que je souhaiterais. Mettre en action ces idées pour être des acteurs de changement, est-ce que ces initiatives interpellent aussi les jeunes? Nous avons lancé la discussion avec les étudiants de l'école secondaire Le Sommet pour connaître leur point de vue sur la situation climatique. Vous allez voir, ce qu'ils ont à dire est fort intéressant. Les changements climatiques, ça me tient beaucoup à cœur parce que c'est notre futur à tout le monde. Je pense aussi qu'on n'en parle pas assez. On dirait que les gens ne réalisent pas à quel point c'est important, ce sujet-là. Ils en parlent, on devrait faire ci, on devrait faire ça, mais ils ne prennent pas vraiment en considération tous les impacts négatifs qui peuvent arriver à tout le monde d'entre nous. Il faut comme le banaliser. Oui, juste que tout le monde fasse au moins
quelques petits gestes, ça pourrait aider pour notre futur puis pour vraiment tout le monde sur la Terre. Juste se rendre au travail en vélo, ça pourrait faire un changement. Exemple, tout ce qui est vêtements aussi, il y a beaucoup de personnes qui magasinent souvent, des fois à chaque fin de semaine, mais on essaie de réduire au plus possible vraiment ce qui est nécessaire pour nous, pas de surconsommer. Ça peut aussi changer beaucoup. Bien, nous, on fait beaucoup de recyclage. On fait aussi beaucoup de compost, puis bien, on mange vegan, fait que... Oui, ça... Mais les compagnies aussi, il y en a qui vont essayer d'aider, justement, mais il y en a qui font, ça paraît niaiseux, mais qui font beaucoup de suremballage. Mais c'est ça qu'on peut retrouver. C'est ça qui fait la pollution aussi. Et les usines, tout ça, ça l'aide pas. Une planète sans pollution, ça serait, bien évidemment, les humains puis les animaux plus en santé, les océans aussi. Plus d'espace vert aussi, ça va apporter beaucoup de changements. C'est beaucoup les gaz à effet de serre qui fait que ça pollue énormément. C'est ça, les voitures à gaz, c'est sûr que c'est pas la meilleure idée, là. On parle souvent des animaux dans les pays qui sont supposés être vraiment plus froids. Il y a moins de glaciers. La fonte des glaciers. Oui, la fonte des glaciers, exact. Qui est vraiment pas bon pour ces animaux-là qui vivent là-bas. C'est sûr que c'est compliqué d'arriver à sensibiliser les gens. En fait, les sensibiliser, c'est en parenthèse facile, mais que les gens le fassent pour vrai, c'est plus compliqué. Fait que c'est sûr que mettre des grandes mesures que tout le monde serait comme obligé de mettre en place, ça serait vraiment une bonne idée. Mettons, moi, je vois plusieurs personnes à l'école qui boivent encore dans des bouteilles de plastique à chaque jour. Puis ça, j'aime vraiment pas ça, voir ça. Tu sais, apportez votre bouteille d'eau recyclable. Vu que t'en parles, j'ai vu des personnes, exemple à la cafétéria, ils prennent leur canette de boisson, puis ils vont demander une paille en plastique pour boire dans leur canette. Ça, je trouve que ça... Plein de petits gestes comme ça, juste des fois penser à l'avenir, ça peut... Tout nous aider au complet. Ouais. Moi, ça serait la qualité de l'air. C'est vraiment ça qui me stresse un peu, là. C'est vraiment arriver un jour puis que l'air soit plus bon à respirer. Avec les changements climatiques, c'est vraiment les animaux. Nous aussi, mais genre les animaux, ils peuvent pas poser de gestes pour nous aider, mais nous, oui. Fait que je pense que ça serait vraiment important de les aider parce qu'on n'est pas tout seul sur la Terre. Bien, moi, je dirais la propreté de l'eau. Genre, il n'y a pas beaucoup d'eau pas salée, fait que là, bien, si plus de cette eau-là, bien, on peut plus vraiment boire, puis il faudrait la purifier à chaque fois qu'on veut boire. Je trouve que tout est autant important l'une pour l'autre. Autant que l'eau, on en a besoin que l'air. Juste faire attention de tout ce qui nous entoure serait important, là. C'est vraiment le temps d'agir pour avoir une planète en santé, puis il faut arrêter de procrastiner parce qu'à un moment donné, on n'aura plus de chance puis on n'aura plus de temps. Être conscient de nos actions et trouver des solutions au changement climatique, ces jeunes sont éloquents quant à la nécessité de réduire notre empreinte et de changer nos façons de faire. Et pour ça, il faudra s'adapter. Prenez l'exemple de Toronto. La ville-reine travaille depuis plusieurs années sur une série de mesures pour réduire les GES à l'échelle de la communauté. Le projet Transform-TO est parmi le plus ambitieux en Amérique du Nord et vise à réduire à zéro ses émissions d'ici 2040. Pour réussir, l'administration de Toronto obligera l'électrification de tous les véhicules. Elle améliorera son système de transport collectif et actif, la gestion de ses déchets et introduira des sources d'énergie renouvelables pour tous ses édifices. Mieux, d'ici 2050, 100% des véhicules qui y circuleront utiliseront de l'énergie à faible émission de carbone et 75% des déplacements de moins de 5 km se feront à pied ou à vélo. S'adapter, c'est aussi un mot parfait pour décrire la ville de Rotterdam, aux Pays-Bas. Avec plus de 80% de ses quartiers situés sous le niveau de la mer, la ville de Rotterdam est un exemple à suivre en termes d'aménagement urbain et de prévention des inondations. Sa vedette, le Water Square, achevé en 2013. Une innovation unique en termes de gestion des surplus d'eau. Cet espace public fonctionnel avec mobilier urbain, terrain de jeu et 3 agoras peut se transformer en bassin de rétention d'eau en cas de pluie intense. Sa capacité? 1,7 million de litres. Les toits des édifices environnants sont reliés par des tuyaux et des rigoles qui transportent l'eau vers 3 bassins. Lorsque le soleil revient, l'eau pénètre soit dans le sol ou est redirigée vers un canal au nord de la ville. Cet aménagement permet d'éviter que les égouts débordent et provoquent des inondations à répétition. Pas surprenant qu'on surnomme Rotterdam « ville éponge ».
Sur le continent américain, c'est la résilience qui frappe dans le projet Living with the Bay à Long Island. Cette île, devenue la principale banlieue près de New York, devait depuis longtemps trouver une solution aux nombreuses inondations qui sont causées par les eaux pluviales, les ouragans et la hausse du niveau de la mer. Après le passage de l'ouragan Sandy en 2012, une coalition formée de citoyens, d'ONG, d'acteurs politiques et académiques a planché sur des projets de résilience physique et sociale pour la communauté. Elle cherchait des solutions pour gérer les impacts climatiques, protéger la biodiversité, améliorer la qualité de vie des citoyens tout en augmentant l'accès aux milieux naturels. Le résultat est fascinant. Grâce aux efforts et aux connaissances de 140 experts à travers le monde, la coalition a mis en place de nouveaux barrages, des murs anti-inondation et des points de contrôle des sédiments. Ils ont éliminé les espèces végétales envahissantes pour y mettre des plantes indigènes. Et avec l'ajout de bassins de rétention et de drainage, on a créé un rivage vivant et une nouvelle voie verte le long de la rivière Mill. Tout ça, c'est la définition même de la résilience. Ne pas attendre le prochain bouleversement climatique pour commencer à planifier l'avenir. On ne peut pas nier qu'il y a des changements climatiques. Je pense qu'on a un impact individuel dans cette problématique, mais le plus grand des problèmes, c'est toutes ces grandes compagnies. Il faudrait pénaliser un peu plus les entreprises qui sont polluantes. Je pense que les mesures comme les taxes du carbone puis les bourses du carbone, ça a un impact quand même. C'est déjà bien d'avoir des structures comme ça, mais il faudra aller encore plus loin quand même. Nous sommes à la croisée des chemins. Les changements climatiques sont déjà bien présents. Nos actions pour y faire face doivent faire partie de notre quotidien afin de limiter les dommages et assurer un écosystème viable pour l'avenir de nos 800 000 voisins et ceux qui suivront.